Merci de rester avec nous. Covid-19, dépistage, les méthodes, sa fiabilité du test de dépistage, et les enjeux, c'est ce dont nous parlons avec deux personnes ressources. Le médecin commandant Wembo Olatoko Belei, elle est la directrice de l'Institut national d'hygiène du Togo. Et puis le professeur, ou je ne sais pas si on dit la professeure, professeur. Oui, Ameyo Dorkenou, puisqu'on féminise tout maintenant, la Covid. Le professeur Ameyo Dorkenou Agbeko est la biologiste, chef division des laboratoires au ministère togolais de la Santé, enseignante-chercheur à la faculté des sciences à l'université de Lomé. Je rappelle que les téléspectateurs peuvent maintenant nous adresser leurs questions, leurs préoccupations. Les charmantes dames que nous avons avec nous seront le plaisir de répondre à vos préoccupations. Envoyez-nous vos questions sur nos réseaux sociaux, nos comptes Facebook, WhatsApp et notre compte Twitter. En direct, nous vous répondons. On va donc, avant la pause, j'avais fait la promesse de revenir sur les certifications dont vous avez fait l'objet. Médecin commandant, vous étiez en train de nous parler que vous allez au-delà de la démarche qualité. Oui, nous sommes dans un processus d'accréditation pour d'autres laboratoires, puisque nous avons déjà l'accréditation pour 3 laboratoires. Et ça va continuer pour d'autres labos, dont celui qui fait la confirmation de Covid-19 aujourd'hui. Nous avons eu des évaluations réalisées par l'Organisation mondiale de la santé dans le but de devenir un centre collaborateur de l'OMS. Nous appelons centre collaborateur OMS, des centres dans lesquels d'autres pays peuvent convoyer leurs échantillons pour être manipulés. Et donc, nous avons postulé pour être centre collaborateur OMS pour les virus respiratoires, dont les virus grippaux. Les virus grippaux que nous manipulions avant Covid-19. Vous parliez de 3 laboratoires au sein de l'Institut national d'hygiène. Oui, c'est bien ça. 3 laboratoires, celui de l'hématologie pour un paramètre particulier, celui de la biochimie pour également plusieurs paramètres biochimiques et celui qui contrôle la qualité de l'eau et des aliments. Pourquoi seulement les 3 laboratoires? Ça veut dire que les autres sont moins performantes? Non, les autres sont dans la démarche qualité. Une chose est dans la démarche qualité et l'autre chose est dans le processus d'accréditation. Et les deux processus sont budgétivores. C'est pour cela qu'on a choisi d'être dans le management de la qualité pour tous les laboratoires et choisir certains pour les accréditer, parce que les évaluations des accréditations sont faites par les organismes accréditeurs qui ne sont pas au Togo. Un organisme est en France et l'autre est basé en Côte d'Ivoire pour l'UMOA. Et donc, tous les déplacements du staff qui viendra faire l'évaluation est à la charge du laboratoire. Donc, c'est quand même un processus budgétivore. Et donc, on a choisi un certain nombre de laboratoires pour être dans ce processus-là. Mais tous les laboratoires de l'INH et de tout le Togo sont dans le processus de management de la qualité. Professeur Dorkenou, pourquoi le Togo n'a pas opté pour les tests de dépistage à grande échelle, comme ce fut le cas dans certains pays comme la Chine, la Corée du Sud et autres? Quand on a la démarche diagnostique, il faut se fixer des objectifs. Qu'est-ce que nous cherchons? Et donc, aujourd'hui, si on se lève et on dit tout venant, venez, on va vous prélever, et qu'on a un certain pourcentage, rien ne nous dit que d'ici à vendredi, d'autres personnes de ce groupe-là ne vont pas être infectées. Et donc, le résultat que nous aurons trouvé aujourd'hui, en screenant tout le monde, ce résultat serait caduc d'ici vendredi. Et puis,
on a eu la chance que le Togo, avec l'appui du gouvernement, a eu à mener une étude qui a ciblé les groupes que nous appelons les groupes à risque. Ces personnes chez qui nous avons supposé qu'ils ont plus de risques d'être contaminés. Les études du professeur Didier Ekwevi que nous saluons. Exactement. Au passage. Voilà, exactement. Et donc, cette étude-là, qui a pris en compte un certain nombre de groupes à risque, nous a montré que le pourcentage des personnes qui ont été positives était autour de 1,5%. Donc, ça veut dire que si nous nous mettons à vouloir... Ça, ce sont les groupes que nous avons supposés à risque, ça. Si maintenant nous nous mettons à vouloir dépister tout le monde, donc les groupes non à risque, comme les groupes à risque, peut-être qu'on va chuter et on va se retrouver à 0,5%, on va les isoler. Mais dans 15 jours, des choses encore peuvent se passer. Surtout que le test que je fais aujourd'hui ne dit que, si vous vous rappelez le graphique qu'on a montré tout à l'heure, il peut y avoir des cas qui ne pourront pas être encore positifs, mais qui sont en train. Et que dans 5-10 jours, ils pourront être positifs et qui peuvent contaminer. Donc, c'est très budgétivore aussi. Ça va utiliser beaucoup de monde pour ne pas véritablement avoir un impact, une efficacité. C'est pour ça que nous avons préféré, dès qu'il y a un cas positif ou quelque chose qui peut constituer un risque, d'aller concentrer notre énergie. Vous avez vu le cas de Kouvon, où dès qu'on a appris, tout a été déployé pour éteindre. Donc c'est un peu plein de mots également. Dès qu'on a appris dès que les résultats de l'INH sortent et que dans une localité, nous voyons que, mais pourquoi il y a autant de nombres, automatiquement, on se dirige vers là, documenter. Et s'il y a un foyer naissant, on circonscrit pour que ça ne puisse pas éclater. Donc, un dépistage, à mon humble avis, ne nous aiderait pas. On va concentrer nos énergies sur ces clusters-là et identifier. Donc, dans notre réflexion de se dire, est-ce qu'il y a d'autres clusters qui nous échappent, que nous n'avons pas encore pris en compte, pour que rapidement, on documente. Et s'il y a quelque chose qui doit naître de là, nous puissions éteindre ce feu-là. Donc, c'est une rationalisation des ressources. Exactement. Alors, pour que les personnes mises en quarantaine sont testées automatiquement après, parce que quand vous les mettez en quarantaine, au bout de 14 jours, si la personne ne développe pas la maladie, elle peut rentrer chez elle, non? Non. Au Togo, on les détecte, on les teste systématiquement. Pourquoi? Parce que même si elles sont asymptomatiques, ça ne veut pas dire qu'elles ne portent pas le virus et qu'elles ne l'éliminent pas. Si elles éliminent le virus et qu'elles peuvent contaminer. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui que le virus, on le retrouve non seulement dans les sécrétions respiratoires, mais également dans les selles. Donc quelqu'un qui est asymptomatique peut éliminer ces virus. Mais pas dans l'urine. Hein. Pour le moment, on ne sait pas s'il y en a dans les urines ou pas. Puisque c'est un nouveau virus, on ne cessera jamais de le connaître. Et je vous ai dit que certains même ont été, si on n'avait pas mis ça en place, ont été positivés vers presque la fin de quarantaine. Le 16e jour pour certains. Oui, mais il faut quand même relativiser aussi parce que l'OMS a annoncé, je pense, il y a 2 semaines, que les cas asymptomatiques, il n'est pas sûr que ces cas transmettent la maladie. Donc, ça veut dire que... On dit qu'on n'est pas sûr. Et jusqu'à maintenant, le Togo ne fait pas un dépistage de toute sa population, mais il reste prudent pour dépister systématiquement toute personne qui a été en contact ou tout voyageur qui est revenu au 14e jour et au 16e jour pour s'assurer que la personne ne porte pas le virus qu'elle peut transmettre. Donc on se pose même la question, est-ce que c'est ça qui n'explique pas les résultats et vous vouliez qu'on se réjouisse trop tôt? Donc on se dit, puisque c'est une stratégie, on dirait un peu particulière au Togo. Nationale et qui nous permet, même ceux qui veulent nous échapper, là, de pouvoir les prendre et de couper la chaîne de transmission. Donc on ne pêche pas, on préfère pêcher par excès que par défaut, pour qu'on puisse limiter et contenir la gestion de
de la maladie. Ça veut dire que les cas contacts aussi sont dépistés systématiquement? Oui, bien sûr. Les cas on les suit, oui, on les et suit. on a des algorithmes de suivi biologique où on les prélève. Et certains sont positifs en cours de suivi. 7e jour, 14e, et donc on le remet dans la jour. file des positifs pour être suivi encore avec le protocole de suivi des cas confirmés maintenant, avec régulièrement des contrôles biologiques jusqu'à ce qu'ils se négatifent 2 fois à 48 heures d'intervalle avant de les ESEAT. Alors, si je vous comprends bien, pour résumer cet aspect-là, ça veut dire que ça ne sert à rien de suivre les autres en faisant le test de dépistage massif. Donc, à chaque pays, ses réalités. Mais en Afrique, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup qui ont fait un dépistage systématique de la population. Et je me dis que le Togo est quand même en train de faire un dépistage systématique, mais ciblé. C'est ça, donc, en fait. C'est ciblé sur ces 2 groupes-là. Mais je ne crois pas que dans le monde, dans les pays africains, il y en a qui ont fait systématiquement pour toute la population. Même au plan mondial, les pays qui ont fait le dépistage systématique, c'est à partir des tests sérologiques pour voir l'ampleur de pénétration de ce virus-là dans leur population. C'est des gens qui ont eu des milliers de cas. Ils veulent rouvrir toutes les activités. Donc, il fallait qu'ils sachent combien de personnes sont déjà immunisés contre le virus avant de reprendre normalement les activités. Et nous, on a eu la chance de ne pas tout fermer et d'avoir quand même jusqu'à maintenant des nombres assez gérables. Et donc, on continue dans cette stratégie-là. Avec vos tests, est-ce qu'on peut déterminer quand remonte la période de l'infection, par exemple, d'un malade? Non, ce n'est pas évident. À moins que ce soit un contact qu'on a suivi, un contact d'un cas confirmé qu'on a suivi pendant 14 jours pour voir. On pourra, à partir de sa période de positivation, remonter, recalculer la période, le moment où il aurait été exposé au virus. C'est pour ça d'ailleurs que certains, vous allez voir, comme on ne sait pas depuis quand l'infection a commencé, ils peuvent guérir vite par rapport à quelqu'un d'autre qui peut mettre plus de temps à guérir parce que certainement son infection a commencé plus tôt avant que nous ne le détections et par rapport à l'autre qu'on a détecté tôt. Donc c'est ce qui explique que parfois les gens se posent la question pourquoi l'autre est là depuis. On dit que son test demeure toujours positif alors que moi, 3 jours après, mes 2 tests sont négatifs. Donc ça veut dire qu'on vous a pris en fin de course. Toujours, je me réfère toujours à la courbe que nous vous avons montrée tout à l'heure. Mais est-ce que les cas se soumettent facilement aux tests de dépistage? Pour ceux qui comprennent. Parce que nous continuons pas à avoir des poches de résistance où, pour certains, c'est des histoires inventées. Et pour d'autres, on a d'autres idées derrière la tête. C'est pas pour Covid qu'on est arrivé. Donc, c'est pour nous l'occasion de rappeler à la population togolaise que le gouvernement togolais, l'État togolais, est soucieux de leur bien-être et met tout gracieusement à leur disposition, que ce soit les tests ou la prise en charge, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où vous payez le test et aussi votre séjour à l'hôpital. Ici, le Togo fait l'effort d'offrir gracieusement le test, votre prise en charge et pour certains, même leur séjour en quatorzaine. Donc, il faudrait qu'ils nous facilitent la tâche dans cette lutte qui est une lutte commune. Ce n'est pas le problème du gouvernement. Covid n'épargne personne. Nous tous, nous sommes susceptibles de faire Covid. Donc, il faudrait qu'ils se laissent tester et qu'ils fassent confiance au gouvernement togolais. Je voulais aussi ajouter que nous devons aider les autres aussi à se prêter au jeu parce que quand quelqu'un est détecté positif, malheureusement, à son retour, la communauté ne veut plus de cette personne. Elle est discriminée, stigmatisée. Donc, du coup, supposez que j'ai eu une location dans un quartier, j'ai peiné longtemps avant de l'avoir et que j'ai vu que mon voisin, en revenant du centre de prise en charge, on lui dit « Monsieur,
d'ici demain, sortez de la maison. Si j'ai des signes, je ne voudrais jamais me déclarer pour j'ai le même sort. Donc, je voudrais ici aussi nous inviter. Déclarer la guerre à la stigmatisation. Exactement. Et pour qu'on puisse gagner cette guerre-là, on a besoin de tout le monde. Et si on n'est pas stigmatisé, discriminé, rapidement, on peut... C'est une des raisons qui fait que parfois, les gens ne veulent pas se faire prélever. Où est-ce que les tests, les prélèvements s'effectuent? Ça peut se faire partout? Ça peut se faire au niveau des formations sanitaires dans les districts. Ça peut se faire en communauté. Quand on veut prendre beaucoup de personnes à la fois, on va dans les maisons pour faire les prélèvements. Au départ, nous avions commencé par les prélèvements en communauté. Chaque fois, on va dans les domiciles. Mais de plus en plus, on demande à certaines personnes qui se soupçonnent de se rendre dans les formations sanitaires les plus proches pour qu'on les prélève. Toujours pour la discrimination, parce que quand on porte nos tenues et dès qu'on arrive dans la communauté, c'est fini. La débandade. Voilà, donc du coup, on jongle avec les deux pour éviter que la personne soit stigmatisée. Peut-être vous aussi, il vous faut des tenues plus sexy que... Je dirais pas sexy, mais moins, on va dire, moins agressive. Donc, on y réfléchit. Et les études, au fur et à mesure, nous le montrent que nous n'avons pas pour ces habits-là, ce type d'habits, nous n'en avons pas trop besoin. Et nous sommes en train de réduire le type de protection, d'équipement, de protection individuelle que nous devons mettre maintenant pour aller en communauté. Nous l'avions fait ainsi pour protéger essentiellement le personnel soignant. Et comme c'était un virus qu'on ne connaissait pas beaucoup, il fallait mieux pécher par excès. C'est pour cela qu'on s'habillait en cosmonaute pour faire le prélèvement. Maintenant, on est en train d'alléger, surtout que le personnel soignant du Togo est vraiment formé maintenant, très, très, perfectionné dans ces genres de prélèvements. Donc, on est en train d'alléger cet accoutrement-là. Alors, on va répondre à quelques questions de nos téléspectateurs qui vous saluent au passage. On va prendre le 91 08 40. 91 08 40, c'est Alphonse de Nagbeni. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, il a plutôt une doléance que les élèves, et vu que les élèves ne respectent pas les mesures barrières avant et pendant les classes, ne serait-il pas mieux de proposer au gouvernement la réduction de la durée de cette reprise? J'y vois un grand risque de grande vague de contamination si un ou des cas se détectaient par-ci, par-là. Je pose la question à madame. Je crois que les dispositions sont prises, que les recommandations sont faites aux responsables du système éducatif pour pouvoir, puisque ce n'est pas tous les enfants qui ont repris, ce sont les enfants des classes d'examen, pour pouvoir respecter la distanciation physique et sociale, de pouvoir les répartir dans les salles existantes et de telle manière que la densité ne soit pas forte dans une même salle. Peut-être qu'il faut que nous renforcions davantage la sensibilisation. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que nous mettons l'accent sur la sensibilisation dans l'enceinte de l'établissement. Mais après, quand ces enfants sortent, parfois ils oublient que ce respect de distanciation physique, là, ils doivent continuer. Donc nous devons aussi veiller à ce que, parce que quand même, il ne faudrait pas que le Covid aussi fasse perdre l'année à certains. C'est pour ça que le gouvernement a pensé que pour les classes d'examen, quand même, on va faire le nécessaire en mettant ces mesures barrières-là en pratique pour les aider à sauver cette année-là. Donc moi, je crois que nous devons renforcer la sensibilisation, être proche du personnel, évaluer éducatif, je veux dire, évaluer régulièrement et pouvoir corriger là où ça ne va pas. Et normalement, en quelques mois, nous pouvons finir l'année. Sous d'autres cieux, avant la reprise de l'école, des élèves et des enseignants ont été systématiquement testés. Ce ne fut pas le cas ici. Est-ce que ce n'était pas un risque? Moi, à mon avis, je dis non, parce que
C'est la même réponse que je vous donne par rapport au test à grande échelle. Exactement. Exactement. Pour moi, si maintenant, parmi les enfants ou le corps enseignant, il y a certains qui ont été contacts d'un cas confirmé quelque part, on peut appliquer notre stratégie, qui ont été en voyage. Et c'est pour ça que le gouvernement a parlé des enfants qui résident dans les pays limitrophes et qui viennent de pouvoir les tester. Je crois qu'on doit cibler davantage plutôt que de dire tous ces enfants, nous allons les dépister aujourd'hui. Et puis, dans 3 semaines, on ne sait pas ce qui va se passer. On va revenir rebelote. Il faut que nous rationalisons les consommables, les réactifs que nous avons. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme on vous l'a dit tout à l'heure, que ce sont des réactifs qui coûtent excessivement cher. Ça, c'est mon point de vue. Au Togo, il est remarqué une inflexion de la courbe de la maladie, ce qui continue de donner des idées à la coordination de gestion de la riposte de la maladie à coronavirus, qui tient hebdomadairement une conférence de presse. Et mercredi dernier, il était question de la probable réouverture des lieux de culte dans les jours à venir. Reportage Helmut Pinto. Le sujet sur les conditions d'une éventuelle réouverture des lieux de culte au Togo alimente les débats depuis le début de la crise liée au nouveau coronavirus. Après des discussions avec les différents leaders religieux, la coordination nationale de la gestion de la riposte contre le Covid-19 fait le point. Pour ce qui concerne la réouverture des lieux de culte, les discussions sont en cours avec les responsables des associations religieuses et leur ministère de tutelle pour préparer cela. Comme vous le savez, le chef de l'État a prôné toujours l'anticipation. Il faut anticiper sur les problèmes pour éviter que ces problèmes viennent aggraver ce que nous avons déjà. Et c'est cette anticipation qui a permis de gérer cette riposte contre cette pandémie du Covid-19. Le gouvernement avait en effet pris la décision le 20 mars dernier de fermer pour un mois tous les lieux de culte et de suspendre toutes les activités religieuses afin de contenir la propagation de l'épidémie. Décision prolongée quelques semaines après par l'instauration de l'état d'urgence sanitaire. Retour donc au plateau. Il se prépare donc la réouverture des lieux de culte après la réouverture des écoles. À ce stade-là, pour vous, est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller en Est-ce que les églises, les mosquées vous manquent? L'homme qui vit doit croire en quelque chose et qui nous maintient, qui nous rend stable, je dirais, dans nos actions de tous les jours. Ça, c'est ma conviction. Mais je voudrais juste dire que on doit avancer progressivement comme on le fait, autant déjà au niveau de l'école, mais au niveau des lieux de culte. Mais nous avons aussi la responsabilité, nous, de pouvoir former ou sensibiliser les responsables des lieux de culte. Mais maintenant, j'en appelle à la responsabilité des pasteurs, des imams, parce que nous, croyants, nous mettons tout sous la grâce divine qu'elle fera tout. Même si j'ai une maladie, Dieu fera qu'elle disparaîtra. Mais dans nos différents lieux de culte, nous écoutons religieusement les responsables. Donc, il faut que les responsables nous amènent à respecter. Déjà, pendant cette période-là, se préparent pour voir dans quelle mesure on peut faire la dispensation dans leur lieu. Quel mécanisme on peut mettre en place pour que ça soit respecté. Et veiller, mais surtout lors de leur prêche, de revenir là-dessus. Et je suis sûre que les fidèles que nous sommes, nous allons croire, puisque nous avons l'habitude de suivre ce qu'ils nous disent, nous allons pouvoir croire et ensemble, nous pouvons contribuer à ce qu'il n'y ait pas une flambée à partir de là où nous cherchons notre salut. Est-ce qu'il ne faut pas prendre des pincettes sur cette forme de réouverture? Parce qu'on l'a vu dans un pays voisin, au Bénin, où la réouverture a donné lieu
comment on dit, à l'évolution rapide de la maladie. Hein. Le cas béninois a été doublé en une semaine après la réouverture de ces lieux de culte. Oui, c'est pourquoi la coordination a dit que les mesures sont en train d'être prises. Cela suppose qu'il y aura, qu'il y a déjà un travail préalable qui est en train d'être fait pour que les détenteurs de ces lieux de culte-là donnent une certaine assurance aux autorités togolaises avant qu'elles n'aient l'autorisation de rouvrir. Je ne sais pas quelle sera... Quelle forme d'assurance? Est-ce qu'on peut empêcher à certaines personnes au sein d'une église d'imposer une main? Est-ce qu'on peut éviter que des gens entrent en transe et roulent dans tous les sens? Justement, c'est pour cela que les négociations sont en cours. Elles ne sont pas encore finies. Avec les pasteurs, les imams, tous ceux qui ont... C'est une responsabilité collective. Ils doivent donner les garanties que les mesures de distanciation sociale seront respectées avant la réouverture. Et peut-être renforcer avec quelques contrôles pour voir de temps en temps si ce qu'ils nous ont assuré, est-ce que c'est fait réellement? Parce qu'on ne peut pas indéfiniment. Ce qui est sûr, le gouvernement, au fil des jours, on va aller à une vie normale et on nous a appelés à vivre avec la maladie. Donc, nécessairement, nous allons ensemble chercher des mécanismes pour que nous puissions vivre avec ce virus, mais tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas de flambée de cas. Sinon, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent reviendrait à zéro. Alors, une question par SMS qu'on ne pourra pas relayer là. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande est-ce que la manipulation des monnaies là, est-ce que ça peut pas être vecteur de transmission du coronavirus? Justement, les billets de banque, les pièces de monnaie peuvent être source de contamination. Ah bon? C'est pour cela que nous insistons toujours sur le lavage des mains. Lavage des mains. Mais si vous lavez les mains, les billets, comment on les désinfecte? Non, vous touchez au billet ou à la pièce. Si vous voulez manger ou toucher à votre face, il faut laver les mains systématiquement. Ça, ce n'est pas évident, madame. Si. Dans la vie, quand il y a toujours une nouvelle situation, on trouve que ce n'est pas possible. Avant, quand je portais le masque, je disais, après un certain temps, j'ai tout fait. Mais maintenant, je porte sans m'en rendre compte, naturellement. Donc, c'est une question de continuer même après la pandémie. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça peut me protéger de quelques autres de la poussière tout au moins. Pourquoi pas? Mais l'essentiel, c'est de s'y mettre. C'est la volonté. C'est ce que je dis. Nous avons une responsabilité collective à pouvoir gagner. C'est à force de se dire, ce n'est pas mon problème. C'est le problème du gouvernement. Cette maladie n'existe pas qu'après... nous tous, nous allons nous retrouver devant des cas que nous ne pouvons pas gérer. Mais tant qu'on fera sien cette gestion en disant « j'ai ma part à fournir » et ne serait-ce qu'à ne pas faire certaines choses. C'est-à-dire ma part, c'est quand je vais à l'église, je ne vais plus de loin puisque l'esprit est fort, Dieu est fort, même de loin sans m'imposer la main comme ça de loin. Je peux avoir l'onction ou la guérison que je veux. C'est une question de foi. Si j'y crois, on peut tous gagner. Mais peut-être on est en train de manquer l'occasion de promouvoir la démonétisation en utilisant le numérique aujourd'hui par les transferts. On peut simplifier la tâche, surtout dans tout à fait. Domaines. Je crois que c'est une piste aussi qu'il faut que nous explorons pour qu'on limite un peu, parce qu'on sait, comme l'a dit la directrice, que ces différents supports-là, le virus peut rester pendant un certain temps. Donc, on a intérêt également à nous, on va dire, sensibiliser, former, disponibiliser le matériel nécessaire pour, et donc ça va nous aider progressivement. Mais si d'ici demain, vous dites qu'on ne va pas pouvoir utiliser les billets, les monnaies, je doute fort. Que la vendeuse de con ou de bananes qui passe, on saura, mais c'est de laver les mains. Je crois que non, depuis toujours, je crois que la première mesure préventive, si je veux me rappeler,
quand je vois très loin mes cours en primaire, la première mesure préventive qu'on se laver les mains. C'est de se laver les mains. C'est quand après on est là. Avant de manger, mais sauf que maintenant on se lave les mains sans manger. Tout le temps, c'est pas seulement avant c'est que on voulait nous amener, puisque nous étions focalisés sur les maladies transmissibles et les maladies infectieuses par voie digestive. C'est pour ça qu'on disait de se laver les mains et que ces maladies avaient une forte prévalence. Donc maintenant, on nous dit, bon, on est là tout le temps. Dès que vous voyez là, lavez-vous les mains, ben allons-y. Il y a de l'eau, il y a du savon. Madame Latoko, est-ce que ce n'est pas possible de nous vérifier peut-être un échantillonnage, voir s'il n'y a pas un peu de virus sur nos monnaies, comme ça peut situer les gens les uns les autres. Non, c'est démontré qu'il y a le virus qui reste sur les pièces de monnaie et sur les billets de banque. C'est ça qui a fait que certains pays ont décontaminé les billets de banque. Ici, nous, on ne va pas décontaminer les billets de banque. Tout ce qu'on demande et qui est aussi simple à faire, c'est de se laver les mains si on touche à ces billets de banque et qu'on a envie de toucher à nos faces ou bien de manger avec ces mains-là. Il faut simplement les laver ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Merci beaucoup. Vous voulez qu'on prenne 100 000 pour aller désinfecter un billet une monnaie de 10 francs. Le rapport coût-efficacité. Donc, non, on va pouvoir faire la politique. Donc, là où il faut insister, c'est au niveau de la bonne dame qui va en manger. Tout à fait. Qui prend les billets avec la main et qui ne lave plus cette main-là avant de servir à manger. C'est l'occasion de leur rappeler les mesures d'hygiène élémentaires. Ça aussi, laver les mains avant de servir avec les à bonnes manger. dames qui prennent les pièces, les billets, et ensuite vont resservir. Commencer avec la main. Donc, c'est de pouvoir faire une autre type de sensibilisation ciblée par rapport à ce groupe-là et dire que ça ne va plus être avec la main, ça va être plus avec autre chose, ou là, se laver les mains. Et c'est ce que je dis, il faut qu'on soit innovant, ingénieux pour pouvoir. Et on l'a vu ces derniers temps avec les jeunes qui ont inventé ou créé des respirateurs. Donc ça veut dire que nous avons des capacités. Est-ce que vous avez testé ça a été testé, mais il fallait améliorer. Oui, il fallait améliorer. Il y a l'équipe du ministère qui s'est rendue, a vu un peu ce qui est fait, mais il y a nécessité encore de l'améliorer. Le 90 71 71 me pose une préoccupation. Il me semble qu'on n'a pas la réponse autour de cette table. Lui, il parle de la distribution inégale du matériel contre les produits matériel de protection, les équipements de protection individuelle. Non, pour les écoles, gel hydroalcoolique et masques. Il estime qu'il y a une distribution inégale dans les différentes préfectures. Il y a certaines préfectures qui en ont plus que d'autres. Je crois qu'habituellement, si je donne l'exemple de masques... Il dit Tonné, Cara et Centrale ont reçu des bavettes élèves et enseignants. 1 litre de gel par enseignant, le savon liquide, les lave-mains, le golf a eu les mêmes choses, sauf que le gel, c'est 5 litres par établissement. Oui, alors quand cela ne tienne, mettons la bassine, tout à fait. Quand cela ne tienne, mettons la bassine avec de l'eau, un peu de savon et commençons à combler en attendant que le gouvernement ne fasse le reste. On est au début. L'eau et le savon est d'ailleurs plus efficace. C'est plus efficace même que le gel hydroalcoolique. Bon, sauf que parfois, est-ce qu'on est sûr de la qualité de toutes les eaux qui sont utilisées? Ça aussi, dans le Grand Lomé, c'est l'eau de T2. Et c'est cette eau-là qu'on boit. Donc. Il y a des forages un peu partout qui ne sont pas toujours homologués. Ça, c'est un autre débat. Tout à fait. Sur lequel peut-être on pourra revenir. 92 51 20 85. 92 51 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je pense que le dépistage massif ne résoudrait pas le problème, car ceux qui seront déclarés négatifs vont croire qu'ils le sont à jamais. Et du coup, ils vont baisser la garde face aux mesures barrières et dictées par les autorités sanitaires. Bonne émission à vous et merci aux charmantes dames sur le plateau. C'est Didimé qui nous écrit depuis Amlamé. Je pense qu'elle a jeté de l'eau à votre moulin. Tout à fait. Elle a tout compris. Donc, c'est ça le deuxième aspect qu'on n'a pas discuté ici. Et dès que j'ai mon test négatif, c'est fini. Je vais dire que moi, je ne l'ai pas. On va baisser la garde. Non.
Il faut qu'on soit vigilant. En fait, même, le port de masque est à protection collective. Si vous portez, je porte, elle porte. S'il y a supposons ici, quand elle a porté, j'ai porté, vous êtes protégé. Bien que vous n'ayez pas porté, vous êtes protégé. Et pour les besoins de ma cause. Je ne refuse pas, je donne un exemple que vous êtes protégé. Donc, plus le taux de port est élevé, plus la protection collective le taux aussi est élevé. Donc, c'est une responsabilité, certes individuelle, mais aussi collective. Docteur Olatoko. Vous écorchez son nom, Alatoko. Alatoko, oh là là. Il me faudra recopier le nom. Alatoko. Alors, est-ce que le dépistage peut être volontaire? Est-ce que je peux me pointer demain à l'Institut national d'hygiène et vous prier de bien vouloir, de votre bienveillance, me faire un prélèvement et de me rendre le résultat 24 heures après? S'il n'y a aucune motivation qui sous-tende cela, on ne fait pas ce genre de dépistage. On dépiste que des personnes qui présenteraient pour nous un risque. Donc, c'est des personnes suspectes parce qu'elles ont des signes évocateurs de Covid-19 ou des personnes qui ont été en contact avec un cas confirmé ou quelqu'un qui revient de voyage. Mais de plus en plus, certaines personnes, parce qu'elles doivent voyager, les pays exigent, ou certaines compagnies aériennes ou de transport exigent un résultat négatif d'un test Covid. Donc, ces personnes-là peuvent demander à se faire dépister. Donc là, il y a une raison qui sous-tend. Mais le citoyen lambda ne peut pas se lever et dire « je veux connaître mon statut ». Il faut qu'il y ait quelque chose qui sous-tende cela. Donc, peut-être on a peur. Oui, bon, il y a aussi... Mais les réflexions sont en cours pour qu'on puisse mettre en place quelque chose. Parce qu'il y a certaines entreprises, par exemple, qui ont été à l'arrêt et qui veulent maintenant avoir le nombre total de leur personnel et qui demandent à ce qu'on teste leur personnel. Donc, tout ça, nous devons réfléchir. Je veux dire au ministère de la Santé, la coordination, pour qu'on puisse offrir la plateforme nécessaire à toutes ces personnes-là pour que, pour des cas particuliers spécifiques, on puisse satisfaire leurs demandes. Donc, la réflexion est en cours. Autant pour, comme elle a dit, pour les voyageurs, ce qu'on peut faire, parce que c'est clair que dès que les frontières aériennes vont être ouvertes, tous les pays vont avoir leurs règles et il faut qu'on accompagne. Et c'est sûr que les gens vont venir à nous pour vouloir se faire dépister, pour respecter les consignes, soit des compagnies, soit des pays dans lesquels ils veulent se rendre. Donc, les réflexions sont en cours actuellement. 91 11 17, 91 11 17. Alors, nous avons fait une semaine avec les élèves. Ils n'arrivent pas à tenir pendant 2 heures avec leur masque. Cela fait penser à quoi, s'il vous plaît? Kakpovi nous écrit depuis Anier. Pendant 2 heures dans le masque. Ouais. Je me pose la question, est-ce que c'est peut-être parfois la qualité de tissu utilisé aussi? Si le maille est trop serré, ça peut... Donc, vous savez qu'il y a des masques de tous les types aujourd'hui. Exactement. Donc, sinon, 2 heures seulement, ne pas pouvoir. C'est vrai qu'au début, j'entends plein. Je fais l'analogie toujours avec les moustiquaires, où les gens disent que je ne peux pas dormir sous. Et pourtant, avec la nuisance, parfois, on dort. Donc, c'est une question d'habitude, je veux dire. L'habitude de température aussi, dans certains lieux, il fait extrêmement chaud. Je vous avoue que s'il n'y avait pas un peu de climatisation dans cette salle, vous auriez déjà... mais nous avons la chance que ce soit la saison pluvieuse où il fait moins chaud. Tout à fait. Ça aurait été une reprise en avril. En décembre, ça allait être difficile. Mars, avril. Mais pour des enfants de 9-10 ans, parfois, tenir 6 heures, 7 heures avec ces masques... dans les bâtiments où il peut faire chaud aussi, parce qu'il faut le commettre. Quelle alternative? Il vaut mieux avoir chaud avec ces masques-là que d'attraper le coronavirus et d'être en détresse respiratoire. Tout à fait.
Votre réponse est plus simple. Hein. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Comment vous organisez-vous pour faire face à la demande de dépistage sans cesse croissante? Est-ce que vous avez assez de réactifs, madame? Est-ce que le stock est suffisant? Oui, nous avons, je crois qu'au laboratoire, pour cette maladie, nous avons la chance que le gouvernement s'est investi, nous a fourni les équipements qu'il faut, parce que je voudrais rappeler que c'est la technique de référence que nous utilisons. Et en matière de laboratoire ou de diagnostic biologique, quand on dit technique référence, c'est la technique la plus chère. Donc nous avons ces équipements. Les partenaires aussi nous accompagnent pour qu'on puisse avoir suffisamment de réactifs et continuer la stratégie, les différentes stratégies que nous avons adoptées. Vous comprenez que les stratégies que nous avons adoptées, étant entendu qu'il y a plusieurs groupes cibles qui sont impliqués, nous utilisons beaucoup plus de réactifs. Et donc, on a ces partenaires-là avec nous. De temps en temps, il y a quelques éléments qui manquent, mais avec l'appui du gouvernement, nous essayons, dans la mesure du possible, d'avoir des ressources ou des consommables et les intrants qu'il faut pour avancer. Maintenant, Dr Ala Toko, c'est elle qui est proche du feu, c'est elle qui prépare davantage. Donc, je vais lui dire, à mon niveau, ce que nous avons comme stock, comme réactif aujourd'hui nous permet de dire qu'on va avancer. Mais s'il y a des besoins particuliers, je ne sais pas trop, elle partagera avec nous. Elle en a déjà parlé un peu de sommeil et du personnel. Alors, il nous manque de temps en temps ce que nous appelons les consommables, pas les réactifs. Les réactifs, on en a pas mal, mais les consommables, c'est les tubes, c'est-à-dire les bocaux dans lesquels on fait les manipulations. C'est ce qu'on prend pour puiser les échantillons. C'est tout ça là qui nous manque de temps en temps. Mais fort heureusement, jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas rentrés en rupture complète parce que Dieu aimant le Togo, à chaque fois que nous tendons vers la rupture, il y a quand même quelques consommables qui nous arrivent. Sinon, à ce jour, nous avons pas mal de réactifs qui nous permettent de tester beaucoup de Togolais. Mais il manque des consommables. Malheureusement, toutes les commandes que nous lançons pour l'acquisition de ces consommables mettent du temps à arriver, soit parce que les sociétés ont fermé, ou elles tournent au ralenti, ou il n'y a pas de compagnie aérienne pour nous faire parvenir tous ces consommables-là. Mais bon, petit à petit, et la on va demande arriver. aussi, la demande internationale est forte pour satisfaire tout le monde aussi. On va prendre une dernière question. Ensuite, on va conclure ce plateau. 90 11 84, 90 11 84. Alors, quel sens doit-on donner à un test positif au Covid-19? La personne est-elle malade, potentiellement malade ou porteur sain? Et comment sont gérés les cas séropositifs non malades? En cas de test négatif, il faut combien de temps pour refaire le test où la séronégativité ne signifie pas que la personne est protégée à vie? C'est Davidson qui nous écrit. Je ne sais pas si vous avez compris, ça fait 1000 questions. Exactement. Je veux que les gens se fixent les choses tout simples dans leur tête. En tout cas, au Togo, aujourd'hui, à cet instant T, nous faisons le diagnostic de SARS-CoV-2, donc de la maladie Covid-19, avec la PCR. Donc de laisser sérologie, sinon il y a un mélange. On a essayé d'être bref tout à l'heure en étant assez simple pour expliquer la cinétique. Mais il faut juste savoir que pour qu'on vous dise que vous avez le virus ou que vous êtes contaminé ou vous êtes infecté, au Togo, aujourd'hui, c'est la PCR que nous utilisons, jusqu'à ce qu'on ne dise autre chose dans un avenir proche ou lointain. Donc quand ce test-là est premièrement négatif, on répète encore pour s'assurer que c'est vraiment négatif. Et quand on vous déclare négatif, vous l'êtes. Sauf si, entre-temps, vous présentez des signes et que vous pensez que ces signes sont suspects par rapport à ce que on vous a décrit comme les signes de la maladie. Revenez, on peut toujours reprélever. Quand le test est négatif, 2 jours après le premier test négatif, on refait encore
pour s'assurer. C'est quand les deux sont négatifs à 48 heures d'intervalle que nous vous déclarons négatifs. C'est vrai que dans la littérature, on a vu des cas de repositivation, c'est-à-dire qui a été expliqué par les recherches que c'est un relargage des virus depuis les voies aériennes inférieures vers là où le prélèvement se fait. Mais ça, ce sont des cas exceptionnels. Donc, quand il y a des cas exceptionnels, on a des solutions ou des stratégies ou des conduites à tenir exceptionnelles aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, ne gardez en tête que pour la PCR. Sinon, si on commence à parler de toutes les méthodes, on va se mélanger. Merci. Peut-être que la personne n'arrive pas encore à faire la part des choses entre la sérologie et la technique de biologie moléculaire qui est la PCR. Donc, pour la technique de diagnostic par la biologie moléculaire, les résultats que nous vous donnons aujourd'hui n'ont valeur que pour aujourd'hui. Cela ne vous couvre pas sur demain ou après-demain si vous prenez le risque ou bien si vous avez pris le risque entre-temps et que le virus n'était pas détecté à temps. Donc, un test négatif aujourd'hui ne veut pas dire qu'il le sera indéfiniment. Merci à vous. Vous nous avez permis, en des mots plus ou moins simples, de comprendre une situation complexe. Sans être médecin, nous sommes allés dans les méandres des tests de dépistage au coronavirus. Merci à vous infiniment, médecin commandant Wembo Alatokobelei, directrice de l'Institut national d'hygiène, et le professeur Ameyo Dorkenou Agbeko, biologiste et chef de division des laboratoires au ministère de la Santé. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Et nous clôturons ainsi donc notre forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne préférée. New World Info. À bientôt.